l'infrastructure oubliée d'un empire perdu. Risque que les ponts d'Eurasie révèlent sur l'histoire alternative et l'héritage de la Tartarie. Le voyage à travers les mystères du passé commence souvent par un pont. Pas un de ces ouvrages célèbres, immortalisés sur des cartes postales ou célébrés par les guides touristiques comme le Dolgat ou le Tower Bridge. L'attention se porte plutôt sur une structure oubliée, nichée dans un coin provincial de l'Europe de l'Est, au-dessus de la rivière Drina en Serbie. Ce pont ne possède aucune plaque explicative pour raconter son âge, son origine ou les raisons de sa configuration singulière. Pourtant, sa première anomalie saute aux yeux, il est considérablement plus large que la route qui y mène. Selon les standards Miri modernes et le simple bon sens, un pont n'est construit pour servir une voie de communication. La route dicte la largeur et le pont s'y adapte. C'est une règle universelle, sauf ici. Cet endroit précis, le pont constitue l'événement principal, tandis que le chemin étroit, défoncé et à peine praticable pour 2 charrettes, semble n'être qu'une réflexion après coup, un raccordement tardif à une structure préexistante qui attendait une destination finale qui n'est jamais pleinement advenue. Cette observation initiale n'était que le premier maillon d'une longue chaîne de contradictions. En approfondissant les recherches sur ces infrastructures, une certitude s'impose. La science historique s'est longtemps trompée de questions. Depuis plusieurs décennies, des chercheurs curieux, issus de ce que l'on qualifie souvent de communautés de l'histoire alternative, répertorient méticuleusement les grands édifices civiles du X siècle. Leur théorie avance qu'avant l'ère moderne, une civilisation d'une envergure et d'une sophistication technologique considérables a existé, avant d'être largement gommée des récits officiels. Ce royaume perdu est fréquemment associé au nom de Tartarie, un terme tiré des anciennes cartes géographiques qui désignait sous le vocable de grandes Tartaries de vastes étendues d'Asie et d'Europe centrale. La thèse connexe du déluge de boue suggère qu'une catastrophe récente aurait enseveli les vestiges de ce monde sous des mètres de sédiments, redéfinissant la surface même de notre histoire. Face à ces affirmations spectaculaires, le scepticisme initial est de mise, mais l'analyse rigoureuse des ponts oblige à reconsidérer la question. Les ponts constituent en effet un engagement matériel absolu. On ne bâtit pas un pont de pierre de manière spéculative ou pour le simple plaisir esthétique. Un tel ouvrage exige un trafic intense, des charges lourdes et un dessein commercial ou stratégique majeur de part et d'autre d'un cours d'eau pour justifier des dépenses et des efforts aussi colossaux. Par conséquent, si un pont correspond pas à la route qu'il dessert, s'il se montre plus large, plus ancien et plus complexe que le réseau environnant, il convient de se demander quel système il servait réellement. Pour mesurer l'ampleur de ce décalage, il faut analyser la notion de proportionnalité architecturale. En Bosnie-Herzégovine, le célèbre Stari most de Mostar traverse la Neretva, conçu en 1876 par l'architecte ottoman Mimar Rebić. Ce chef-d'œuvre d'élégance présente une largeur de 4 mètres, en parfaite adéquation avec les ruelles pavées de la vieille ville. L'histoire officielle et la réalité physique s'y accordent harmonieusement. Cependant, en remontant vers le nord, dans les anciens territoires de l'Empire des Habsbourg, en Bohême, en Galicie ou en Hongrie, le paysage change radicalement. Dans de petites localités provinciales, on découvre des ponts étrangement surdimensionnés. Iesque Krumlo, une petite cité tchèque qui ne possédait pas d'importance commerciale ou militaire majeure au Moyen-Âge. La largeur des tabliers de pierre franchissant la Vltava dépasse de près du double les besoins du trafic historique documenté pour cette époque. Cette disproportion flagrante soulève des interrogations fondamentales. Qui a commandité de tels travaux? Dans quel but précis? Et surtout, où sont passées les archives de chantier? Chaque fois que l'on examine les documents municipaux liés à ces structures monumentales, on se heurte à une disparition systématique des données les plus anciennes. Les registres détaillés ne commencent bien souvent qu'au milieu ou à la fin du siècle, une période que les théoriciens de la Tartarie identifient précisément comme l'ère de reconstruction et de réinitialisation, où les administrations modernes auraient répertorié et réutilisé un héritage bâti qu'elles n'avaient pas inventé.
L'étude des fondations renforce cette perplexité et met en lumière les limites des explications académiques. L'ingénierie traditionnelle, depuis les aqueducs romains jusqu'aux fortifications médiévales, obéit à une logique stricte: plus le cours est large, plus le courant est viol et plus la portée de l'arche est grande, plus les fondations doivent être profondes et massives. Il faut ancrer, creuser, enfoncer des pieux pour stabiliser la structure face aux forces latérales et verticales. Pourtant, une multitude de ponts répartis en Europe centrale, en Europe de l'Est et jusqu'aux confins de la Russie semblent s'affranchir de ce principe de base. Lors d'expertises architecturales menées après des crues dans la région de l'Oral, des chercheurs ont constaté avec stupéfaction que les bases de certains ponts massifs s'enfonçaient à peine à 1 mètre sous le lit de la rivière, alors même que ces structures supportaient des charges immenses depuis des siècles selon la chronologie officielle. Le cas du pont d'El Santara en Espagne illustre parfaitement cette maîtrise technique extraordinaire. Ces 6 arches de pierre enjambent le Tage, s'élevant à 48 mètres de hauteur. Attribué officiellement aux Romains et daté de l'an 106 de notre ère, il a résisté à 2 millénaires d'inondations, de séismes et de conflits armés. L'analyse de ces piles révèle une ingénierie hydraulique et une précision de construction qui dépassent largement les capacités techniques documentées pour cette période de l'Antiquité. La réalité brute demeure. Ces ponts sont toujours debout. Qu'un ouvrage conçu en dépit des lois apparentes de la physique ou avec méthodes jugées rudimentaires survive pendant des siècles constitue une anomalie statistique. Si ces infrastructures n'ont pas été réalisées avec les technologies modestes que l'histoire attribue à leur époque respective, il devient légitime d'envisager l'existence d'un savoir ennemi différent, supérieur ou totalement distinct de notre compréhension actuelle. En autre aspect, souvent relégué au rang de fable par le monde académique, mérite un examen attentif l'alignement céleste des ponts. L'idée que des ponts historiques puissent être orientés en fonction d'axes astronomiques plutôt que de suivre le tracé naturel des fleuves paraît de prime abord farfelu, évoquant une simple apophénie ou une recherche désespérée de motifs dans le vide. Pourtant, les relevés cartographiques imposent une conclusion différente. Dans de nombreux cas en Europe et centrale, des ponts ne présentant aucun intérêt stratégique évident et traversant des rivières selon des angles obliques inutiles d'un point de vue pratique révèlent leur secret lorsque l'on prolonge centrale sur une carte. Ils pointent avec une exactitude rigoureuse vers des marqueurs solaires ou stellaires spécifiques, tels que les positions du lever ou du coucher du soleil lors des solstices ou le point d'apparition de certaines constellations. Cette précision rappelle les méthodes de conception employées pour les monuments mégalithiques de la préhistoire. Le pont de Ratisbonne en Allemagne, l'un des plus anciens ponts médiévaux intacts d'Europe, officiellement daté du VI siècle, suscite depuis longtemps l'intérêt des spécialistes de la géographie sacrée en raison de son orientation singulière. L'emblématique pont Char à Prague confirme cette tendance aux alignements débérés. La tradition historique rapporte que sa construction commença le 9 juillet 455 à 5 imprécise, un horaire choisi par les astrologues royaux pour former un palindrome numérique parfait. Si les historiens n'y voient qu'une simple superstition médiévale, l'orientation de l'ouvrage suit un azestu parfaitement aligné avec le lever et le coucher du soleil aux équinoxes, tandis que ces tours encadrent les rayons solaires au solstice avec une exactitude géométrique qui dépasse la simple mise en scène théâtrale. Ce phénomène se répand à travers tout continent, sur des édifices attribués à des cultures, des bâtisseurs et des siècles totalement différents. En errant, le pont Caju d'Espahan intègre des pavillons et des canaux conçus pour refléter la lumière de la Lune à des phases lunaires bien précises. De même, les ponts anciens de la Régensburg, au Cambodge, s'alignent sur des complexes de temples qui reproduisent au sol la carte des constellations célestes. Ces choix architecturaux ne sauraient être le fruit du hasard ou de simples détails décoratifs. Il pose une question à laquelle l'archéologie dominante n'a jamais apporté de réponse satisfaisante. Les bâtisseurs du Moyen-Âge et des époques suivantes ont-ils inventé ces configurations
ou ont-ils hérité d'un système d'arpentage global, d'un réseau de repères déjà gravés dans le paysage? Tout se passe comme si ces ingénieurs successifs avaient suivi des instructions architecturales anciennes dont ils ne comprenaient plus totalement la philosophie d'origine, mais qu'ils appliquent scrupuleusement. La fonction première d'un pont est de mener d'un point à un autre, de franchir un obstacle naturel pour relier des populations, des villes ou des routes commerciales. Pourtant, la réalité du terrain offre parfois des spectacles déroutants. Les rapports patrimoniaux municipaux et les chroniques locales font parfois mention, sans jamais les intégrer dans un récit historique national cohérent, de ponts européens ou centra-asiatiques qui débouchent sur le néant. Est l'une de leurs extrémités. La route se prolonge sur quelques centaines de mètres avant de s'arrêter brusquement au milieu d'un champ ou au cœur d'un quartier dont le plan urbain est manifestement postérieur à la coste du pont. L'espace semble avoir été réorganisé autour d'un point d'accès dont la destination initiale a été purement et simplement effacée du paysage et des mémoires. Certains ouvrages poussent cette absurdité apparente encore plus loin. Le pont Rakosbrück, situé en Allemagne, franchit un étroit plan artificiel au sein d'un parc loisirs. Il relie des sentiers de promenade qui ne mènent à aucune ville ni à aucun axe commercial. Ce pont en pierre forme un arc parfait qui, en se reflétant dans l'eau, dessine un cercle géométrique pureté absolue. Les fondations de cette structure présentent une profondeur et une robustesse disproportionnées par rapport aux exigences réelles d'un si petit franchissement. L'histoire officielle qualifie l'ouvrage d'ornemental ou de simple caprice architectural. Cependant, cette explication peine à convaincre les ingénieurs. On ne surdimensionne pas la structure technique d'un monument pour un simple motif décoratif. L'effort consenti doit répondre à un besoin de résistance mécanique bien réel. L'explication académique classique veut que ces structures soient les derniers vestiges de réseaux routiers abandonnés, modifiés ou détruits par les guerres, les épidémies de peste ou les effondrements économiques qui ont jalonné l'histoire européenne. Cette hypothèse est tout à fait rationnelle. Cependant, c'est sur le terrain de la documentate justification s'effondre. Lorsqu'une route est détournée ou qu'un pont change de fonction à la suite d'un événement historique majeur, l'administration locale produit des traces écrites et un décret municipal, une charte royale, une lettre officielle ou un relevé d'arpentage expliquant les raisons de la fermeture ou de la modification des voies. Ces documents existent en abondance pour l'histoire des canaux, de l'urbanisme des grands axes routiers. En revanche, pour ces ponts menant nulle part, le silence des archives est absolu. Aucune explication n'apparaît dans les textes officiels, les ponts se contentent d'exister, antérieurs ceux qui les entourent, sans que personne n'ait jugé nécessaire d'expliquer leur déconnexion du monde moderne. Pour appréhender la globalité de cette énigme, il est nécessaire de prendre de la hauteur et d'adopter une vision d'ensemble. C'est à cette échelle macroscopique que les anomalies accumulées, ponts surdimensionnés dans des villages oubliés, fondations superficielles supportant des charges colossales, alignements astronomiques partagés et absence de documents d'époque, cessent de ressembler à des coïncidences isolées. Si l'on s'en tient au récit historique traditionnel, il faut accepter l'idée qu'un maître d'œuvre allemand du siècle, un architecte ottoman du XV siècle et un ingénieur anonyme de Bohême du VIe siècle aient tous appliqué, de manière totalement indépendante, les mêmes règles de proportionnalité, la même logique d'orientation céleste et le même rapport à un paysage préalablement arpenté. Cette cohérence géométrique traverse les langues, les siècles de conflits, les épidémies et les ruptures culturelles. La question fondamentale n'est pas de savoir pourquoi ou quand ces ponts ont été construits, mais comment une telle uniformité a pu être maintenue sur des milliers de kilomètres sans l'existence d'une source commune, d'un système de référence partagé dont aucun de ces bâtisseurs n'a pourtant laissé de témoignage écrit. Les indices matériels suggèrent l'existence d'un substrat infrastructurel global préexistant. L'examen attentif des documents cartographiques apporte un éclairage crucial à cette enquête. Du XV au début du XXe siècle,
les cartes européennes mentionnent de manière constante ici l'existence de la Tartarie, divisée en plusieurs entités géopolitiques majeures. La Grande Tartarie s'étendait sur la majeure partie de l'Asie septentrionale et centrale. La Tartarie chinoise occupait l'Est. La Tartarie indépendante couvrait les régions actuelles d'Asie centrale, tandis que la Tartarie moscovite jouxtait et chevauchait parfois les frontières de l'État russe en pleine émergence. Ces mentions n'étaient pas des annotations de seconde zone. Guillaume Delisle, l'un des cartographes les plus respectés du siècle des Lumières, dessinait ces frontières avec la même rigueur administrative et la même autorité scientifique qu'il appliquait au royaume de France ou au Saint-Empire romain germanique. Ces désignations se retrouvent chez les plus grands cartographes de l'époque, tels que Thermamol, Jean Spé ou Alexis Hubert Jaillot. Puis, vers la fin du XXe siècle, ces dénominations s'effacent brusquement des documents officiels, remplacés par les désignations géopolitiques de l'Empire russe ou de la dynastie Shang, correspondant au nouveau équilibre de pouvoir des puissances européennes. Certes, le changement de nom d'une région ou l'absorption d'une entité politique par ses voisins ne suffisent pas à prouver d'une civilisation secrète. Cependant, une corrélation géographique troublant apparaît. Les ponts présentant ces anomalies de dimension, de fondation et d'alignement astronomique se concentrent de manière disproportionnée dans les territoires autrefois rattachés à la Tartarie, ou sur les marges occidentales de l'Europe qui ont reçu les vagues d'influences culturelles venues de l'Est. Ces infrastructures ne sont pas réparties au hasard de la géographie, elles formant des grappes cohérentes qui se superposent fidèlement au tracé des anciennes cartes tartares. L'aspect technique de la construction de ces édifices mérite que l'on s'y attarde, car il révèle la complexité du savoir mis en œuvre. Ériger un pont en pierre arches uniques, d'une portée de 40 mètres exige la construction préalable d'un échafaudage en bois massif appelé cintre. Cette structure temporaire doit être calculée au millimètre près pour supporter le poids colossal des pierres de taille durant toute la phase d'assemblage, avant d'être retirée ou abaissée au moment précis où l'arche devient autoportante grâce aux forces de compression. Cette procédure hautement technique nécessite une maîtrise parfaite de la résistance des matériaux, de la géométrie appliquée et de la dynamique des fluides. La science historique attribue généralement la transmission de ce savoir à la préservation des techniques romaines à travers le Moyen Âge. Cette explication officielle implique néanmoins l'existence d'une chaîne de transmission orale et écrite ininterrompue durant les siècles sombres qui ont suivi la chute de Rome au XIe siècle. C'est une période de l'histoire où l'alphabétisation s'est effondrée, où les infrastructures urbaines se sont détériorées et où l'appareil administratif indispensable aux grands travaux a disparu. Maintenir un tel niveau d'expertise technique à travers 5 siècles de fragmentation politique et culturelle paraît hautement improbable. Une autre hypothèse mérite d'être formulée. Le savoir ne s'est pas transmis par les livres ou par des lignées de maîtres d'apprentissage, mais par les structures elles-mêmes. Les nouvelles sociétés qui se sont développées sur les vues mondes anciens ont analysé les ponts, les routes et les aqueducs survivants, apprenant l'ingénierie par la copie servile de ce qu'elles découvraient sur le terrain, reproduisant des formes architecturales sans en posséder plein le fondement théorique. Il convient d'aborder la dimension la plus controversée de cette recherche, celle qui bouscule les certitudes de l'histoire académique. Les chercheurs les plus rigoureux du courant de la Tartarie avancent qu'à une époque relativement récente, située entre la fin du XIe siècle et le début du XIe siècle, un événement de portée planétaire a profondément déstabilisé l'organisation du monde. Cette rupture aurait laissé les infrastructures physiques intactes, tout en provoquant la disparition, le déplacement ou l'effacement volontaire des populations et des archives capables d'en expliquer l'origine. Les théories du déluge de boue s'appuient sur l'existence de milliers de photographies d'époque prises dès l'apparition du daguerréotype, montrant des édifices majeurs dans les villes d'Europe et d'Amérique, dont le premier niveau se trouve enterré sous le niveau actuel de la rue. Les fenêtres du rez-de-chaussée y apparaissent à moitié submergées par le sol et les escaliers descendent vers des portes désormais souterraines.
Ces observations ne correspondent pas à des phénomènes d'érosion lente ou à l'accumulation naturelle des débris urbains sur des siècles, mais évoquant un dépôt sédimentaire massif et soudain. Dans cette perspective, les grandes expositions universelles de la fin du Xe siècle prennent une signification bien différente. L'analyse des chantiers de ces événements révèle la construction d'édifices monumentaux et d'une complexité architecturale inouïe en des espaces de temps extrêmement courts, parfois quelques mois seulement, par des ouvriers dont la logistique reste très superficiellement documentée. Les styles employés témoignent d'une maîtrise technique en décalage total avec le tissu urbain industriel environnant. La question de savoir si ces palais éphémères ont été construits de toutes pièces ou s'ils ont été dégagés, restaurés et réutilisés à des fins de propagande par les nouvelles élites y reste ouverte, mais elle continue d'interpeller les esprits curieux. Pour clore cette réflexion, l'exemple d'un pont situé dans une petite localité de la région de l'Oral s'avère particulièrement éclairant. Pour préserver la tranquillité des chercheurs locaux, sa localisation exacte reste confidentielle, ce qui témoigne de la sensibilité actuelle entourant ces sujets d'investigation. Ce pont relie les deux rives vivières de taille moyenne. Sur la rive occidentale, la route est un axe asphalté moderne conçu à l'époque soviétique. Sur la rive orientale, la voie se résume à un simple chemin de terre et de gravier qui s'enfonce dans une forêt de bouleaux avant de s'éteindre complètement. Le pont lui-même est constitué d'une pierre sombre et ancienne, recouverte d'une épaisse couche de lichen qui témoigne du passage des siècles. Sa largeur dépasse de loin celle de toutes les routes de la municipalité et des axes routiers majeurs dans un rayon de 40 km. Au centre de son parapet amont se trouve un motif sculpté représentant un symbole solaire. Ce graphisme ne correspond ni aux traditions chrétiennes, ni aux influences islamiques, ni aux motifs folkloriques répertoriés dans cette région de la Russie. En comparant cette gravure avec des éléments relevés sur des monuments de Bohême, de Hongrie et d'Ouzbékistan, on découvre qu'elle appartient à un vocabulaire visuel et symbolique commun, une grammaire graphique qu'aucune culture locale actuelle ne revendique comme sienne. Quelqu'un a conçu ce pont vu de dimensions spécifiques, cette orientation précise par rapport au cours d'eau et ce symbole unique pour des raisons bien précises qui se sont perdues ou ont été délibérément écartées au fil du temps. Le véritable enjeu n'est pas de prouver l'existence de civilisations disparues. L'histoire humaine est un cycle permanent d'essor et de chute de grands empires. La question est de savoir si les infrastructures colossales qu'elles ont laissées derrière elles ont été correctement attribuées par la science moderne, ou si elles ont été discrètement intégrées dans un récit historique linéaire incapable d'en accepter la véritable origine. Les ponts demeurent immobiles, plus vastes que les routes et vastiens que nos cités, orientés vers des horizons que l'homme contemporain ne sait plus lire. Tant que l'analyse scientifique refusera de se confronter au vide de ses propres archives, l'humanité continuera de traverser ces géants de pierre sans en comprendre le sens ni la destination première. Di mysterium tu en an, buter trus arstiwetin, illic en subscript de code d'un muit un de next vidéo.